Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est rare de trouver un conférencier qui a un nom plus compliqué que le mien, donc merci. D'habitude, on bute sur mon nom, pas sur celui des autres. Alors l'avantage d'être un conférencier invité, c'est qu'on peut à peu près avoir jusqu'au dernier moment pour décider vraiment de ce dont on va parler. Donc sur le programme, c'est marqué climat méditerranéen, c'est le mot générique qui ne veut absolument rien dire. Mais qui me permet aujourd'hui maintenant d'affiner un petit peu mon propos. Donc je vais vous parler de précipitation. Et donc avec une approche spécifique, particulière, un angle de vue, qui est donc celui des interactions océan-atmosphère. Alors je ne vais pas perdre tout le temps que j'ai, parce qu'on va essayer de garder ça pour les questions, mais présenter très rapidement les questions relatives à la Méditerranée. Bon, d'abord la Méditerranée, la région Méditerranée, c'est la région que j'ai encadrée en rouge. Ça peut être plus grand, ça peut être un peu plus petit, tout dépend exactement de ce qu'on veut y regarder. Mais en tout cas, voilà le domaine que moi j'ai défini. Et grosso modo, ici, c'est un climat qui est défini comme essentiellement chaud, aride du côté sud de la Méditerranée, chaud au nord. Alors au sud, en termes de précipitation, eh bien, on est plus dans une classification désertique. Et au nord, c'est essentiellement donc les étés qui sont particulièrement chauds. Ça se traduit assez facilement d'un point de vue du paysage quand on regarde ce qui se passe au nord de la Méditerranée. Donc on a un paysage méditerranéen classique de la rive nord, un paysage on va dire classique de la rive sud, et ça se traduit, enfin ces deux paysages ici en fait sont, on peut associer donc ces deux paysages à des régimes pluviométriques véritablement différents, donc avec ici pour une année, donc une climatologie sur 1000 ans, et puis donc une climatologie que l'on voit un petit peu plus, façon un petit peu plus difficile à voir, donc sur le Caire. Bon, là, il n'y a pas photo sur ce qui distingue ces deux villes. Ce qui est intéressant ici de regarder quand même, c'est que en termes de distribution mensuelle, eh bien donc le Caire a véritablement ici un déficit estival. C'est nul, hein, il ne pleut pas durant l'été, et donc on va dire avec un pic tout relatif en hiver, alors que au nord, et particulièrement sur l'arc latin, ce que l'on appelle, c'est-à-dire l'arc qui est souvent déterminé par des barrières montagneuses assez marquées, eh bien, on va avoir plutôt des max de précipitations donc sur les saisons intermédiaires que sont donc l'automne et le printemps. Alors, il faut caractériser un petit peu donc le bassin méditerranéen d'un point de vue de sa géographie. Alors je commence par une caractéristique qui peut être assez faiblement liée au régime de précipitation, mais qui, pour l'approche que l'on a forcément de la Méditerranée, est pour nous très important. C'est une région qui est urbanisée, avec une concentration sur le littoral extrêmement important. C'est une des régions dans le monde où donc la démographie augmente, en particulier sur la rive sud de la Méditerranée. Et c'est avec certaines mégalopoles qui créent véritablement une pression anthropique forte sur les ressources en eau, mais aussi ce sont les grandes zones urbaines sont aussi des zones vulnérables, en particulier donc aux événements précipitants extrêmes, mais aussi aux phénomènes donc de sécheresse et caniculaire. La deuxième caractéristique de la région Méditerranée, c'est son relief. Le relief, donc en fait, on a du relief pratiquement sur tout le pourtour. Ici avec l'Atlas, le mont Liban, on a bien sûr donc les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, etc. Et toutes ces barrières montagneuses vont interagir avec la circulation atmosphérique et vont jouer un rôle très important dans le déclenchement donc d'épisodes précipitants extrêmes dont je parlerai tout à l'heure. Et enfin, eh bien, s'il y a des précipitations, la mer Méditerranée est une mer qui est alimentée par un nombre de cours d'eau très important. Ici, je n'en montre que certains majeurs. Et ces cours d'eau peuvent donc déborder sous l'effet des précipitations et générer des inondations catastrophiques.
Donc il y a au moins deux raisons pour étudier le climat méditerranéen. La première, c'est que c'est une région, enfin le climat est plutôt les régimes de précipitation et les questions d'eau associées au bassin méditerranéen. C'est que déjà en moyenne, on va dire annuelle, on est plutôt dans une région déficitaire. Donc la question des ressources en eau est une question critique dans cette région. Donc là, nous avons ici donc les précipitations moyennes annuelles donc, tirées du rapport du plan bleu pour la Méditerranée, donc qui montre ici la distribution. Donc effectivement, on voit des maximums de précipitations localisées sur les reliefs et avec donc ce fameux gradient climatique nord-sud. Et ce que je représente ici, c'est l'exploitation des ressources. Nous avons donc un certain nombre de ressources en eau qui sont disponibles. Et par exemple, si l'on prend certains pays comme la Libye, on est pratiquement donc, entre 75 et 100% d'exploitation de ces ressources utiles. Et on voit que c'est une forte caractéristique, hein, c'est l'utilisation critique des ressources disponibles, en particulier sur la rive sud, mais on voit que cela progresse de façon assez inquiétante aussi vers la rive nord. Il faut savoir donc que la pression, comme je l'ai dit, anthropique est très forte sur l'eau, puisque la demande a été multipliée par 2 depuis les années 50. On dit que 60 millions de Méditerranéens manquent d'eau et que 20 millions ont un accès difficile à l'eau potable. L'autre raison d'étudier donc les régimes pluviométriques en Méditerranée, c'est donc l'occurrence de précipitations, de phénomènes de précipitation intense et de crues associées, donc de crues très rapides. Ça, c'est lié au fait que les bassins versants sont des bassins petits, avec des pentes forte, donc il ne veut pas mettre à jour, c'est bon. Voilà. Et donc ça, c'est une carte, donc un inventaire qui a été fait par nos collègues de Catalogne. Ici, donc entre 1990 et 2006, c'est la répartition de 175 épisodes de crues recensés, et avec donc ici le coût que vous pouvez voir, donc en millions d'euros et en milliers de morts. Donc ce que l'on peut voir, c'est que les précipitations et crues concernent essentiellement ce que l'on appelle l'arc latin, qui va de l'Espagne à l'Italie, voire la Croatie, mais que en fait, des épisodes importants peuvent aussi se déclencher sur la rive sud de la Méditerranée, et à des régimes souvent pluviométriques beaucoup plus faibles, d'ailleurs, que ce que l'on peut voir dans le nord de la Méditerranée. Alors, pour information, donc voici, j'ai recensé juste quelques épisodes marquants, comme en septembre 2002, l'épisode du Gard, donc qui a généré 1 milliard d'euros de coûts économiques et une vingtaine de morts. En Algérie, en 2001. Et très récemment, nous avons eu donc en mai un des épisodes les plus catastrophiques des 120 dernières années en termes de précipitations sur donc le centre et le sud-est de la Méditerranée, avec le recensement n'est pas encore d'ailleurs terminé, mais plus de 70 morts. Vu la région dans laquelle c'est passé, on considère déjà que cet épisode précipitant a coûté plus que la guerre de Bosnie qui s'est déroulée dans les années 90. Le contexte climatique est un contexte important. Ici, c'est une carte d'un indice de changement climatique régional, donc, qui a été élaboré à partir de 20 modèles et 3 scénarios donc, de l'exercice précédent du GIEC, donc pas CMIP 5 mais CMIP 3. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la taille du rond. Plus la taille est grande, plus la sensibilité régionale au changement climatique est importante. Et l'on voit que 2 régions ressortent, qui sont l'Europe centrale et la Méditerranée. Et la Méditerranée présente donc est une des régions qui a la plus forte réponse au changement climatique, avec non seulement un réchauffement important, mais surtout donc une diminution des précipitations annuelles et une augmentation de la variabilité. Augmentation de la variabilité voulant dire, a priori, donc une intensification des événements précipitants intenses. Alors, si on reprend un petit peu tout ça, finalement, on a la mer entre les terres, hein, la Méditerranée, qui nous fait ce gradient climatique extrêmement abrupt.
Et c'est finalement la présence de cette mer quasi fermée qui, pour nous, est une source d'humidité très importante pour la région. Et l'idée de savoir, les grandes questions ici qui se posent, c'est quelle est la nature couplée, on va dire, du système climatique régional et comment ce système climatique couplé force les précipitations dans la région. Donc ça, ce sont les questions que je veux aborder dans l'exposé sous 3 angles. D'abord, est-ce qu'il y a besoin véritablement d'étudier ça ? Le deuxième point, c'est regarder un petit peu à quelles échelles de temps et d'espace ces questions-là, ces processus peuvent contribuer. Et enfin, est-ce que ces processus couplés sont mesurables ou pas ? Alors, juste pour commencer simplement, il ne s'agit absolument pas de rentrer dans des détails des équations, rassurez-vous. Ici, c'est le modèle, un petit modèle, Nielsen 2000, qui en fait juste traduit assez simplement le couplage océan-atmosphère. Le couplage océan-atmosphère se fait essentiellement via les flux, via un phénomène donc conduction conducto-convectif, d'accord, entre donc la température de la mer et la température de l'air. Il faut savoir que la diffusion atmosphérique est bien plus forte que la diffusion horizontale océanique. C'est pour ça qu'on néglige ce thème dans l'océan. Ici, le transport atmosphérique est bien plus rapide que le transport océanique. Et ici, donc, on a la réponse lente liée donc, à l'émission du rayonnement infrarouge de toute la couche atmosphérique. Donc, en fait, qu'est-ce que ça nous dit, ça, essentiellement ? Ça nous dit que donc, l'océan et l'atmosphère vont se coupler via ce terme d'échange, qu'à côté de ça, on a de la diffusion horizontale donc, de la température atmosphérique qui va à son tour pouvoir s'étendre au-delà, par exemple, d'une anomalie de température de la mer, eh bien, l'atmosphère va pouvoir diffuser la réponse atmosphérique de cette anomalie de SST sur des régions plus grandes qui vont à leur tour réimpacter donc l'anomalie de SST. Donc ça, c'est un point. On a bien sûr le transport, donc l'arrivée éventuellement, donc on le verra par exemple le Mistral, qui est un vent froid et qui peut donc contribuer à renforcer des échanges importants et refroidir ici la température de la mer. Alors quelles sont typiquement les échelles ? Donc ça, ces coefficients-là, ce petit modèle simple nous permet surtout de sortir des échelles de temps et d'espace qui pour nous sont des éléments importants dans notre réflexion. Donc on a tout d'abord l'équilibre entre l'atmosphère et l'océan via les échanges, via les flux surfaciques, donc avec la réponse atmosphérique qui typiquement est de quelques heures, alors que la réponse océanique sera plutôt de quelques jours. Nous avons la relaxation via le terme donc d'émission rayonnement infrarouge, qui elle va plutôt se compter donc on va dire en mois ou années. Et enfin, on a typiquement donc on va dire une échelle d'advection atmosphérique des anomalies de température qui peuvent avoir donc un retour sur la température océanique, qui sont tout simplement le produit du vent moyen, typiquement 5-10 mètres par seconde, via ce temps caractéristique. Bref, tout ça pour une région Méditerranée qui est finalement assez petite, hein, c'est 2000 km sur 4000 km, et donc finalement quelque chose qui peut se produire là, on peut imaginer que les effets de couplage peuvent donc devenir importants puisque ce sont des échelles qui sont assez compatibles en tout cas avec les échelles dont je viens de parler jusqu'à présent. Alors maintenant, très rapidement, il y a toute une hiérarchie de méthodes pour coupler l'océan à l'atmosphère dans des modèles. Et là, je vais aller très vite. Il y a donc ce qu'on appelle le couplage 0D, donc avec 3 méthodes, soit donc des méthodes qui consistent essentiellement à coupler via le bilan d'énergie à la surface, d'autres qui utilisent la tension de vent pour coupler. Ça, c'est essentiellement un modèle 0D qui a été développé pour des questions de cyclones tropicaux. Et enfin, une combinaison des deux qui nous a paru être pour nous, en tout cas, le plus adapté aux questions, par exemple, d'interaction entre le Mistral et la réponse océanique dans le golfe du Lion. Nous avons aussi du couplage 1D où cette fois-ci, donc ça, on considère donc que l'océan c'est une seule couche. Ici, on va avoir une discrétisation verticale. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que tout ça sont ce qu'on appelle des modèles en point de grille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'advection horizontale, il n'y a pas d'océan 3D, il n'y a qu'un océan ponctuel, et que du coup, on doit compléter donc cette représentation par des couplages, cette fois-ci tridimensionnels, où on va coupler un modèle océanique avec un modèle atmosphérique. Donc ces premiers classes de couplage sont essentiellement pertinents pour ce qu'on appelle des phénomènes, des événements de quelques jours.
c'est-à-dire là où la circulation océanique et sa variation dans le temps ne va pas jouer un rôle fondamental sur la réponse locale, alors que bien évidemment, avec un modèle couplant de façon dynamique l'océan et l'atmosphère, on peut a priori aborder à peu près toutes les échelles spatiales que l'on veut. Alors ici, j'ai décidé de ne pas faire une revue de tous ces modèles-là. J'avais au début des slides, mais ça prenait trop de temps. Alors finalement, je ne vais vous parler que des résultats obtenus avec ce type de modèle. Alors je vais commencer par vous présenter, eh bien, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de réponse entre le couplage entre l'atmosphère et l'océan sur des événements de précipitants que l'on va regarder les uns après les autres, quelque sorte. Et là, pour des raisons bien évidemment de simplicité, je ne m'intéresse qu'à une seule région, qui est la région des Cévennes, qui est donc propice à des événements importants durant l'automne. Et ici, je vais dans le modèle caractériser donc l'événement précipitant intense comme comme des événements où donc, les pluviomètres enregistrent plus de 100 mm en 24 heures. Souvent, donc, c'est associé. Donc ça, c'est un événement qui est l'événement du 23 septembre 1994. Ça, ce sont des observations ou des simili-observations via le réseau, enfin l'analyse Safran, qui donne donc une observation, on va dire, spatialement homogène avec 8 km de résolution. Et donc souvent ces phénomènes précipitants, ici sur Contrefort des Cévennes, sont associés à du flux de sud avec une dépression sur l'Espagne. Et donc c'est ce type de choses que je vais regarder. Et la première chose que je peux vous montrer, c'est que ici, donc, vous avez des flèches noires et des flèches rouges. Vous avez des difficultés peut-être à les distinguer, mais vous voyez quand même que tout ne se superpose pas. Eh bien, ça, c'est la différence entre une simulation, on va dire, où la surface de la mer est forcée et l'autre où le système est couplé. Alors, ce qui se passe dans cette région-là, c'est qu'on a des vents régionaux fréquents. Il faut savoir que le Mistral, c'est un vent froid qui vient du nord, souffle à peu près 30% du temps, hein. C'est 10 jours par mois en moyenne, c'est 30% du temps, un peu plus froid, un peu plus fréquent l'hiver et plus fort l'hiver, plus doux, moins fort l'été. Et bien, qu'est-ce que ce Mistral fait? Il a tendance à réduire, à créer des anomalies froides de SST dans la région du golfe du Lion. Ici, c'est la diminution de la SST donc en degrés après donc 6 jours de Mistral en septembre 1994. Et on voit que sur certains endroits, on atteint donc 4 degrés en 6 jours. Donc ça correspond essentiellement à des transferts de chaleur et donc intenses et de l'évaporation. Donc un transfert de moment qui a tendance à épaissir la couche mélangée océanique et à renforcer le gire cyclonique océanique dans le golfe du Lion. Alors voilà, là, s'il y a un transparent à retenir, c'est celui-là, puisqu'il va expliquer la méthode. Alors, donc ça, c'est issu essentiellement des travaux de thésards et de postdocs qui ont fait un séjour dans mon équipe. Donc, on va donc étudier tout ça à partir d'un jeu de simulation qui a été réalisé entre 1989 et 2009, en fait depuis maintenant jusqu'en 2013, et qui sont décrites ici. Nous avons une simulation de contrôle où le modèle atmosphérique est le modèle WRF à 20 km de résolution. Nous avons une SST qui est issue de réanalyse et donc qui est prescrite à l'atmosphère, elle ne change pas. Nous avons, elle ne change pas durant la journée, elle ne change pas en réponse à l'atmosphère, hein. Elle change chaque jour, puisque donc, les réanalyses et intérim sur cette période-là, essentiellement, sont des SST diurnes. Ensuite, nous avons une simulation couplée où cette fois-ci nous avons un modèle, toujours le même modèle atmosphérique, mais cette fois-ci un modèle océanique, NEMO-MED, qui est donc un modèle océanique qui donc couvre l'ensemble du bassin méditerranéen à une résolution à peu près de 7 km. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle des simulations lissées, qui utilisent cette fois-ci la SST du modèle océanique donc à haute résolution. On va la filtrer donc sur 30 jours par une fenêtre glissante pour ne conserver ici et on va donner uniquement donc cette SST lissée en forçage AWRF. Ça va nous permettre d'étudier la réponse basse fréquence, on va dire, du modèle atmosphérique au forçage océanique. Donc en fait, la différence entre ces simulations-là, c'est
d'une part, les biais du modèle, et parce que donc, le modèle océanique va avoir des biais par rapport à la SST intérim, plus les phénomènes, bien évidemment, de haute fréquence temporelle, tels que le Mistral, tous les vents régionaux. Et la différence entre ces deux simulations nous permet de sortir la composante uniquement haute fréquence donc de la réponse atmosphérique au forçage océanique. Donc ça, c'est la SST dans le golfe du Lion, sur donc, un cas ici donc, du 23 septembre, ça c'est 1996 de mémoire, ou 14, je ne sais plus lequel des deux c'est. Et donc nous avons en rouge ici la SST donc ERA intérim. Nous avons ici en noir la SST du modèle océanique. Et ici, en trait pointillé, donc le SST filtré du modèle océanique, où ici, il ne reste que la tendance et le cycle diurne. Alors, voilà ce que ça nous permet de regarder. Ici, nous avons le cas du 21-22 septembre 1994 avec plus de 200 mm enregistrés sur 2 jours. Et ici, je montre la différence entre le modèle couplé et le modèle avec une SST prescrite issue des réanalyses. Donc là, nous avons jusqu'à 3 degrés de différence. Et en fait, cette différence-là correspond à la situation de Mistral que la réanalyse n'est pas capable de voir de façon aussi importante. Le modèle couplé, lui, répond de façon immédiate au Mistral et permet ici de beaucoup mieux décrire le refroidissement lié donc, à cet événement-là. Nous avons ici le champ de précipitation en trait lisse et ici l'anomalie, ça ce sont les anomalies de précipitation qui sont données et donc on voit que entre ces deux simulations, eh bien, il n'y a pratiquement aucune différence. Les biais de SST ici ne produisent aucune différence, ou plutôt très faible, entre donc la simulation couplée et la simulation forcée. En revanche, lorsqu'on regarde uniquement donc, les effets haute fréquence de du couplage, hein, le fait de pouvoir avoir tous les coups de vent, etc., eh bien, on va ici diminuer, on va créer donc une anomalie de précipitation assez forte par rapport à ce champ, au champ moyen ici, donc une anomalie assez forte négative dans le modèle couplé. Lorsque je prends cette fois-ci le cas du 19 septembre 1996, eh bien ça c'est 150 mm de pluie enregistrée sur un jour. Eh bien cette fois-ci c'est un petit peu l'effet inverse qui se produit, c'est-à-dire que là c'est essentiellement le biais du modèle qui va générer une anomalie de précipitation. On voit ici qu'il y a un dipôle positif-négatif qui correspond en fait à juste un décalage des précipitations vers l'est. Et on voit que lorsqu'on regarde que les effets haute fréquence, eh bien ils y contribuent. Pas de façon complètement négligeable, mais vous voyez ici que l'échelle c'est 90 et ici l'échelle c'est 20, donc de façon beaucoup plus faible, à peu près 10% donc de l'anomalie de précipitation. Donc ici, l'anomalie de SST est vraiment liée, et l'anomalie de précipitation est vraiment liée à l'effet du Mistral sur la SST, alors que ici, l'anomalie de précipitation est en grande partie liée à la fois à l'effet du Mistral, mais aussi au biais du modèle océanique. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Comment l'atmosphère va répondre à ce biais de SST. Alors nous avons un biais de SST qui n'est plus là, qui se trouve être donc là. Et vous savez, ce biais de SST, donc qu'est-ce qui se passe? On a une anomalie froide liée au Mistral qui vient de souffler. Donc cette anomalie froide, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va refroidir l'air au-dessus. L'air au-dessus va être ensuite déplacé par le Mistral lui-même. D'ailleurs pas par le Mistral, on passe d'abord par une situation de Mistral, puis après on passe en flux de sud. Donc l'anomalie de SST est produite par le Mistral, mais après cette anomalie de SST va refroidir l'atmosphère au-dessus et le flux de sud, donc la transition vers le flux de sud qui va nous amener des précipitations, va déplacer cette anomalie d'air froid. Le déplacement de cette anomalie d'air froid va en fait créer des modifications du champ de pression et ici va donc modifier, ça c'est l'anomalie du champ de pression, donc on va créer une zone de surpression liée à de l'air froid qui se trouve au-dessus de cette région, de l'air plus dense qui se trouve ici au-dessus de cette région, et on va modifier, alors ça c'est le champ de convergence, mais ce qui est important de voir ici, c'est qu'on va déplacer et renforcer la convergence des vents ici dans cette région. Ça c'est
justement comment on va quelle est l'anomalie de vent associée à cette modification du champ de pression. Eh bien, on va avoir ici un vent qui va se renforcer vers le sud, donc qui à la fois va renforcer la convergence et va s'accélérer en allant vers le sud, en allant donc vers le nord, pardon, et donc pour ici donc se trouver nez à nez avec le Massif central. Nous avons un deuxième point important, c'est l'augmentation de la stratification. Ici, nous avons la stratification du modèle couplé. Ici, la différence entre les deux modèles. La stratification, ici, devient plus forte dans le modèle couplé. D'accord ? Nous avons de l'air plus froid, donc plus dense, et qui dit plus dense, dit plus stable. Et de l'air froid et lourd, eh bien, ça va renforcer ici le phénomène de blocage. Ça va empêcher l'écoulement qui vient du sud de rentrer dans cette zone ici de blocage. Et donc, il va tourner, il va donc de façon prématurée, et c'est comme ça que l'on va aussi renforcer la convergence dans cette région. D'accord ? Et c'est ce point-là donc, qui va contribuer au déplacement et à la modification de ces précipitations. Alors, l'effet du cisaillement, de la stratification, on peut l'avoir, donc ça c'est la même chose, alors ça c'est quelques heures après. Donc ici, on voit l'anomalie positive, l'air plus lourd dans le modèle couplé, à cause de l'anomalie froide de SST. Et le vent ici, le rapport entre le vent perpendiculaire au front, qui se trouve ici, sur le vent transverse au front, c'est-à-dire dans cette direction-là, c'est proportionnel au rapport entre le cisaillement de vent et la stratification. Donc quand la stratification augmente, ce vent transverse augmente, et donc il y a une accélération, encore une fois, du vent vers les Cévennes, et cette accélération du vent vers les Cévennes va, encore une fois, produire cette anomalie de précipitation par rapport au modèle lissé. Alors, on a voulu quand même savoir, ok, nous avons fait un cas, puis en fait un deuxième, et l'idée c'était de savoir si les différences de pluie associées à ces différences de SST, est-ce qu'il y avait un indicateur, un diagnostic qui nous permettait de dire, eh bien là, le couplage océan-atmosphère est important. Alors en fait, on a construit un indice qui est en fait le produit de la fraction du golfe du Lion couverte par des zones de convergence, ici, fois le champ, donc la différence de SST sur le golfe du Lion. Et quand on calcule cet indicateur et qu'on reporte les anomalies de précipitation entre les deux modèles, eh bien, on arrive à avoir une tendance pas trop, assez linéaire, on va dire, entre ces deux indicateurs. Donc, on a bien deux éléments qui doivent être concomitants, qui sont la présence de convergence dans la région, et donc de convergence de vent, et donc des anomalies de SST. Alors ici, nous avons dessiné en bleu les résultats obtenus en faisant la différence entre le modèle couplé et le modèle forcé, c'est-à-dire qui à la fois tient compte des phénomènes haute fréquence type le Mistral, mais aussi des biais du modèle. Et en rouge, lorsque sont uniquement traités les cas des réponses haute fréquence du couplage océan-atmosphère. Voilà, donc ça, ce sont les cas que je vous ai montrés, je vous ai illustrés tout à l'heure. Alors maintenant, quand on regarde ça on va prendre un petit peu de distance, on va se dire très bien, nous avons maintenant un indicateur du couplage. On sait quand le couplage océan-atmosphère affecte les précipitations ici dans cette région. Alors qu'en est-il ailleurs? Alors ici, je reprends. Donc là, ça, ce sont des observations de précipitations qui ont été faites durant la campagne IMEX à l'automne 2012. Et donc, on avait plusieurs régions clés à étudier, et donc on regarde un petit peu quel est le comportement de cet indicateur dans ces régions clés. Donc ça, c'est le cas que je viens de vous montrer dans les Cévennes. Si on prend Valence, eh bien, on retrouve à peu près un indicateur qui est assez pertinent pour décrire les effets du couplage sur les précipitations dans cette région. Donc effectivement, on a souvent ici associé, donc on a une convergence ici qui se fait donc un petit peu plus loin, donc dans le golfe du Lion ici, et des anomalies de SST, souvent liées cette fois-ci à la tramontane qui vient créer donc des anomalies sur toute la côte espagnole.
Maintenant, si on regarde dans d'autres régions, la région de Ligure a l'air d'être déjà beaucoup plus chaotique. Notre indicateur a l'air de déjà beaucoup moins bien se comporter. Ça commence à devenir assez difficile de placer une tendance quelconque quand on se retrouve en Calabre. En Italie centrale, c'est un petit peu n'importe quoi. Et finalement, le seul endroit où on peut encore retrouver une sorte de tendance, c'est ici à la frontière entre la Croatie et l'Italie. Et là, ça se comprend bien, puisque donc, on a la mer Adriatique ici qui vient jouer un petit peu le même rôle ici que le golfe du Lion. En revanche, ce qui se passe dans toutes ces régions-là, c'est que il n'y a tout simplement pas de zone de convergence. Ce sont essentiellement ce qu'on appelle des précipitations orographiques, c'est-à-dire un écoulement un petit peu homogène qui arrive et qui vient buter contre un relief et qui vient précipiter. Donc il n'y a pas de convergence. Donc notre diagnostic ici n'arrive pas à décrire l'existence ou pas d'un couplage océan-atmosphère. Et en fait, si on regarde même bien, les anomalies que l'on observe dans le modèle sur ces régions-là, entre les modèles couplés et le modèle non couplé, eh bien, sont déjà d'un ordre de grandeur beaucoup plus faible que ce que l'on observait dans d'autres régions. Ici, on est autour de 10, voilà, ici on a quand même des événements qui vont jusqu'à 30, ici c'est quand même assez exceptionnel. Alors maintenant, si on regarde ça un petit peu plus loin, maintenant c'est la climatologie des précipitations sur tout le pourtour, et je vais accélérer. Donc là, je vous montre la climatologie des précipitations sur l'ensemble du bassin dans le modèle donc forcé par la SST prescrite par les réanalyses. Et là, c'est la simulation donc couplée. Donc, a priori, pas de grande différence visible. Maintenant, si on fait la différence, on voit une structure apparaître. Alors, ce qui est intéressant ici de voir, c'est que le couplage ne crée pas une différence notable de précipitation à l'échelle du bassin. Vous avez autant de zones bleues, c'est-à-dire de déficit de précipitation, que de zones rouges d'excès de précipitation. Donc, quand on fait la moyenne de tout ça, entre le couplet et le contrôle, on ne peut pas dire qu'il y ait une révolution. Par contre, localement, on voit que l'on va redistribuer en quelque sorte, on va créer des zones où l'on va favoriser les précipitations, au contraire des zones où on va les annihiler. Et si on regarde cette fois-ci le champ de SST, donc la différence entre le couplet et le contrôle, mais cette fois-ci en SST, eh bien, on a une corrélation de 74% entre ces deux champs, ce qui montre quand même qu'à l'échelle du bassin, l'anomalie de SST est un élément fort ici de la modulation des précipitations. Alors je vais passer ça puisqu'en fait c'est la même chose, sauf que là j'ai extrait essentiellement les précipitations extrêmes, mais on voit, hormis le fait que ce soit un petit peu plus bruité, puisque bien sûr les précipitations extrêmes ce ne sont que quelques cas, on retrouve la carte d'avant. Ce que l'on voit ici, ça c'est la différence, ça c'est le contrôle, ces barres bleu foncé, rouge et les barres bleu clair, jaune, ça c'est le modèle couplé. Et en fait, ça ce sont les précipitations, alors on ne voit pas, hein, ici c'est coupé, mais ça ce sont les précipitations au cours des années, ce sont les précipitations annuelles entre 1989 et 2008. Et ce que l'on voit, c'est qu'il n'y a pas de différence extrêmement forte, c'est un petit peu moins fort dans le couplet. La contribution des extrêmes à ce bilan de précipitation est à peu près similaire entre le couplet et le forcé. Donc, à retenir là-dessus, c'est que les interactions océan-atmosphère n'ont pas l'air de modifier significativement le bilan d'eau à l'échelle du bassin, mais par contre de redistribuer à méso-échelle le champ de précipitation associé donc à ces anomalies de SST. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça en termes de projection de changement climatique? Donc là, ça c'est travaux effectués à Météo France et qui montrent l'anomalie de SST entre le présent et le futur. Donc entre le futur et le présent, ça chauffe. Donc dans un modèle couplé et dans un modèle où la SST est prescrite par le modèle global. Donc ça, ce sont des modèles régionaux. Et donc on voit ici, alors ça c'est, je crois qu'il y a l'hiver et l'été, et ce que l'on voit sont quand même des anomalies, des champs qui sont différents entre le modèle couplé et le modèle forcé. Alors quelles conséquences après ça peut avoir sur les précipitations? Alors là on vient de me couper. Donc BI c'est British Islands, Iberian Peninsula, etc. Donc ce sont des régions sur lesquelles des tests ont été faits.
Donc ça, c'est la différence dans le modèle couplé moins la différence dans le modèle forcé, et on regarde cette différence par rapport à la dispersion intermodèle, et donc on sort donc la significativité donc de la différence. Et bien là, je me suis trompé, donc je vais passer ce truc. J'avais mis précipitation, ici je me rends compte que c'est la figure des températures. Parce que je me disais que c'était à beaucoup d'endroits c'était significatif. Pour la précipitation, ce n'est significatif que là. D'accord. Donc on voit bien la difficulté ici à simuler les précipitations. Donc ce qui est un signal fort en température devient un signal difficile à sortir. Enfin, la valeur ajoutée du modèle couplé n'est pas facilement, comment dire, on ne peut pas conclure sur la valeur ajoutée du modèle couplé en matière de précipitation. Ce qui n'est bien sûr pas le cas pour la température. Alors lorsqu'on essaye maintenant de savoir est-ce qu'il y a un bénéfice finalement à coupler ces modèles, c'est lourd. Est-ce que donc quelque part ces différences que l'on observe entre une simulation couplée et une simulation forcée, est-ce que ça améliore véritablement les choses? Alors ça c'est nos collègues italiens, donc Vincenzo Artale, donc avec leur plateforme couplée Proteus. Et donc ça c'est le champ de SST donc été, hiver, été, et ça ce sont donc des comparaisons à des observations. Alors ce que l'on voit déjà, c'est qu'il y a deux jeux d'observation qui sont utilisés, et ça c'est le premier point que l'on peut déjà commenter, c'est que ok, les modèles de toute façon ne sont pas parfaits. Maintenant, la différence que l'on peut avoir par rapport à des observations sont aussi sujettes à prudence, dans la mesure où des incertitudes entre les différents jeux de données existent aussi. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de mieux comprendre comment les systèmes couplés se comparent aux systèmes non couplés par rapport à des OPS. Alors, a priori, si on prend les cas qu'on a étudiés, mais j'aurais pu sortir d'autres cas, donc les cas de précipitation intense dans le golfe du Lion, eh bien, quand on regarde les observations satellites, alors ce sont des réanalyses d'observations satellites à très haute résolution, eh bien, finalement, notre simulation couplée, qualitativement au moins, mais même un peu quantitativement, a l'air quand même de se débrouiller beaucoup mieux que la SST prescrite dans R1 Intérim. On voit bien ici le refroidissement lié à la présence de l'épisode de Mistral, qui est absolument absente voilà, sur le modèle, dans la réanalyse. Maintenant, quand on regarde ça à l'échelle du bassin méditerranéen, donc on a des courbes, ici rouge c'est le couplé, noir c'est le contrôle, et en vert c'est les observations satellites. Là c'est déjà beaucoup moins évident de savoir qui fait mieux dans cette histoire. Alors maintenant si on regarde l'impact que ça a sur les précipitations, donc là j'espère que c'est la bonne... Oui, c'est la bonne. Ouais. C'est précip. Ah, merci. Alors, qu'est-ce que l'on... Donc ici, alors ça, ce sont les précipitations continentales. Donc ce sont les observations climatologiques crues de précipitations. Donc on a comparé ici, donc c'est AORCM, donc c'est le modèle couplé, et c'est les biais du modèle couplé. Alors déjà, ce que l'on voit, c'est que les biais sont significatifs. Bon, très bien. Donc on n'est pas sorti. Pour l'instant, je peux encore vous dire, il y a de la valeur ajoutée. Ce qu'on peut dire, peut-être qui, pour nous, est peut-être source d'espoir, c'est que le biais ici, entre le modèle couplé et le modèle forcé, est plutôt négatif, ce qui a tendance à dire, même si ça n'a pas l'air d'être très significatif, c'est-à-dire qu'on va plutôt se rapprocher des précipitations quand même observées avec le modèle couplé. Maintenant, si on regarde au-dessus de la mer, alors là, ça commence à devenir carrément difficile. On a le contrôle en noir, on a le couplé en rouge, et puis on a les observations satellites en bleu. Bon, alors là, on peut juste dire que les deux modèles font absolument n'importe quoi. Mais là aussi, c'est très difficile parce que si on regarde un petit peu ce qui s'est fait dans la littérature, donc ça, c'est les précipitations du contrôle, ça c'est les précipitations du couplé, donc on voit qu'on réduit les précipitations, ce qui était un petit peu les mêmes résultats que ce qui a été obtenu à Météo France dans la slide précédente. Là c'est le contrôle sur les points de grille, sur les pixels des OBS satellites. D'accord, parce que les côtes ne sont pas très bien résolues. Alors on voit que très bien, on s'en rapproche, mais là au c'est 266 mm par jour. Alors là, on se dit, on est quand même très très mal barré, parce que c'est énorme, hein, c'est juste x2. Alors maintenant, quand on regarde les réanalyses, là on remonte à 410
millimètres par jour, là, par an. Alors là, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs, le modèle couplé se rapproche de l'ERA intérim. Et puis après, ce sont donc des estimations qui ont été faites par des compilations de jeux de données, de réanalyses, etc. Et qui finalement montrent quand même qu'il y a une énorme incertitude dans toutes ces observations, qui rend bien évidemment, là je dirais que non seulement on a une difficulté à caractériser la significativité de la différence entre le modèle couplé et le modèle forcé, mais alors si en plus on essaie de savoir qui fait mieux, on voit bien que l'incertitude actuelle des observations, de l'estimation en tout cas du bilan de précipitation sur la Méditerranée, eh bien, ne nous permet pas ici de conclure si l'un fait mieux que l'autre. Alors, c'est mes perspectives. Je ne fais pas de conclusion. J'ai pas de conclusion. Enfin, je viens de la faire. Moi, je trouve plutôt que ça appelle à des réflexions. Là, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les moyens de calcul nous permettent d'abord de faire beaucoup plus facilement des simulations couplées. Ce sont quand même des modèles qui sont complexes. Déjà, à une certaine époque, faire tourner 10 ans de simulation juste avec le modèle atmosphérique et une SST prescrite, c'était du travail. Maintenant, on se retrouve avec des moyens qui nous permettent de réaliser des simulations couplées beaucoup plus facilement. Et donc, ça nous permet d'imaginer plein de types d'applications. Bon, tout d'abord, il faut savoir que ce qui est loin d'être élaboré même comme schéma, comme méthodologie, comme méthodologie c'est essayer de quantifier donc la propagation d'erreurs et des incertitudes entre les deux modèles. On a juste doublé la complexité du système que l'on voulait étudier. Avant, on pouvait, avec une SST prescrite, on avait la réponse atmosphérique et finalement, on avait un certain contrôle de ce qui se passait. Là, on est en train de propager de l'incertitude venant du modèle atmosphérique dans l'océan et retour vers l'atmosphère. Donc ça, il faut créer un cadre méthodologique pour arriver à quantifier davantage donc ces incertitudes et ces propagations d'erreurs. Alors, et ça, on n'a pas le choix. Il faut quand même les observations, ça reste quand même le cœur de ce dont on a besoin. Et donc, dans IMEX, qui est le programme d'études du cycle de l'eau en Méditerranée, qui a eu qui collecte des mesures sur une décennie, mais qui a fait des mesures intensives, très spécifiques et très riches sur l'automne 2012 et l'hiver 2013. Eh bien, on espère que tout ce jeu de données va nous permettre un petit peu plus de cadrer, de caler et de répondre aux questions dont j'ai posées jusqu'à présent sur qui fait un petit peu mieux, est-ce que c'est le modèle couplé ou pas. Ça appelle aussi, à partir du moment où on couple, les questions de paramétrisation, amélioration de la paramétrisation des flux air-mer, et éventuellement la prise en compte même de paramétrisation de vagues dans l'interface que l'on peut faire entre ces modèles. Et enfin, on peut aussi imaginer que maintenant ces modèles couplés régionaux puissent nous permettre d'aller à des échelles compatibles avec des applications comme le forecast météorologique et océanique. Donc actuellement, Météo France couple le modèle NEMO avec le modèle AROME, par exemple. Et puis c'est ce que l'on fait en Méditerranée s'inscrit aussi dans un autre cadre du programme mondial de recherche sur le climat qui s'appelle Cordex. Et la Méditerranée, sous l'impulsion du programme IMEX, a proposé donc une expérience qui s'appelle MedCordex, où là, le cœur on va dire le caractère innovant de cette région-là par rapport à tous les autres exercices Cordex, c'est justement de coupler l'océan et l'atmosphère et de quelque sorte anticiper, proposer les futurs modèles climatiques régionaux couplés pour ce genre d'exercice. Et je crois que c'est tout. Oui. Merci Philippe. Bon allez Pierre, il y a une question qui te brûle les lèvres. Juste une chose, mais alors c'est un détail pour vous, mais juste, on ne peut pas supporter de voir Milan dans le climat méditerranéen quand même. On ne peut pas supporter de voir Milan dans le climat méditerranéen. Je vous le dis tout de suite, ça c'est pas possible. Mettez Gênes, Nice, Athènes, ce que vous voudrez, mais pas Milan. Bon, plus sérieusement, j'ai une question sur ce que vous avez dit concernant votre travail sur le golfe du Lion. J'avais deux questions. La première, est-ce que vous êtes absolument certain, j'en doute pas, mais bon, de la parfaite synchronisation entre l'état de vent de surface, en particulier des températures, et puis le moment où il pleut, parce que c'est important, vu qu'on est dans une situation qui bouge, donc il ne faudrait pas attribuer une direction de vent
à un moment donné, à un moment où il pleut, où il ne pleut pas, il ne faudrait pas se tromper, quoi. En fait, on a regardé ça. Alors, j'ai pas fait toute la chronologie. On a regardé ça à chaque pas de temps pour voir comment toutes ces anomalies se propageaient. Là, ce sont des pas de temps de 3 heures. Bon. Enfin, en 3 heures, il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses, il y a un peu d'incertitude. Bon. Mais derrière, il y a toute l'étude de processus. Enfin, il y a une cascade, on va dire, qui nous amène à dire que le processus y est. Mais je suis d'accord. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, parce que c'est quand même pas très simple, en gros, vous associez les très fortes pluies liées à l'ascendance orographique sur les Cévennes, renforcées par cette masse d'air froid qui est transférée par les vents qui poussent. Donc ça contribue au soulèvement. Mais ce que vous avez l'air de dire, si je comprends bien, ça veut dire que, si j'ai bien compris, votre flux d'ouest, de nord-ouest, qui était de la tramontane, il a l'air d'être obligatoirement associé, donc, en fait, aux fortes pluies. Ça veut dire qu'en gros, si je suis bien ce que vous dites, il y a un flux de sud-est à l'avant de la tramontane, qui est, elle, de nord-ouest, et c'est donc nécessairement après un épisode de tramontane qu'à l'avant, donc à nouveau, on a du sud-est et que l'ensemble va se combiner ensemble. Alors, en fait, la tramontane et le mistral se produisent avant l'épisode Cévenol, puisque l'épisode Cévenol, c'est un flux de sud. Par contre, c'est eux qui refroidissent la mer. En gros, le fait de refroidir la mer va réduire l'évaporation, va justement modifier le champ de pression et va donc modifier le vent. Ce que l'on a vu, c'est que, par exemple, l'anomalie de SST n'a aucun impact sur... ce n'est pas l'humidité, ce n'est pas le fait qu'on ait une SST plus froide. Ça ne va pas modifier le bilan d'humidité au-dessus de la colonne, donc ce n'est pas un problème d'humidité. Et que c'est bien un problème de modification des zones de convergence. Il faut savoir que les épisodes Cévenol, c'est de la convergence d'air saturé, et peu importe qu'on refroidisse un peu la SST, la masse d'air sera toujours saturée, mais le fait d'avoir cette anomalie va modifier les zones où le vent va converger. Donc la conséquence, c'est essentiellement de savoir est-ce que oui ou non, il y a un signal perceptible, éventuellement significatif, de l'effet du couplage sur le champ de précipitation final. Voilà. J'en profite un tout petit peu en attendant, parce que Guy qui a une question, mais je peux juste commenter. Il y a un travail là-dedans qui est aussi un travail préliminaire pour tout ce qui est prévision. Pour nous, derrière, c'est pas juste question de savoir si l'océan, enfin la mer Méditerranée joue un rôle. On voit bien, par exemple, que le fait que ça décale les précipitations, ça a un effet sur l'hydrologie qui est conséquent. Météo France dit bien, nous, nos prévisions météo, finalement, sont plutôt bonnes. Mais le problème, c'est qu'est-ce que ça veut dire bonne ? C'est-à-dire que s'il pleut dans le modèle juste 5 km de différence par rapport à là où ça va être mesuré, 5 km c'est très peu, eh bien ça tombe sur un autre bassin versant. C'est l'autre bassin versant qui déborde. Et donc, c'est un petit peu cette idée-là. C'est-à-dire que derrière, ça ne va pas révolutionner mon champ de précipitation. Mais par contre, l'effet que ça a, est-ce que c'est de nature à améliorer la prévision, la précision de la localisation des précipitations. Merci bien de ton exposé. Tu as axé ta présentation en gros sur les précipitations. Et on sait très bien que la précipitation, c'est un produit qui est en bout de chaîne de la modélisation. C'est-à-dire que la précipitation, c'est en gros l'élément le plus difficile à prévoir, à localiser. Bon, c'est celui, certes, qui intéresse le plus les populations, c'est évident. Mais du point de vue physique, c'est vraiment le phénomène entre son début, c'est-à-dire l'humidification, la convergence d'humidité, et ensuite les retombées en un endroit précis, c'est ce qu'il y a de plus difficile à prévoir. Donc tu as pris un petit peu disons, l'approche la plus, je dirais pas négative, mais la plus difficile à mettre en œuvre. Est-ce qu'il n'aurait pas été préférable, par exemple, de commencer véritablement par regarder ce que tu proposes dans ta conclusion, c'est-à-dire les flux air-mer, qui, à mon avis, sont le premier élément à regarder dans les modèles couplés, dans les modèles forcés et enfin, à la fois un modèle océanique et à la fois un modèle atmosphérique. Et puis, éventuellement regarder ensuite, je sais pas, d'autres paramétrisations dans la couche limite atmosphérique ou la couche limite océanique avant de regarder les précipitations. Parce que, effectivement, là, tu t'attaques à un problème qui est très, très compliqué, surtout que la Méditerranée, c'est un problème de petites échelles. Et vouloir localiser ensuite sur des reliefs, comme tu l'as très bien dit, qui sont très complexes
et qui font intervenir des tas de choses très différentes avant les précipitations. Donc voilà, mon problème, c'est que tu as voulu regarder des choses très difficiles à regarder, très 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 sensibles, alors qu'en amont, il y a des tas de problèmes physiques très compliqués, très complexes, très très de petite échelle. Est-ce qu'il n'aurait pas été nécessaire de le faire avant ? Alors voilà, c'est plus sur la dernière remarque que je suis... tout le reste, je suis d'accord. C'est sur la dernière remarque. Avant. D'abord, on le fait. On a écrit un papier, justement, on regardait dans pas mal de paramétrisations différentes les flux. On a décortiqué, surtout pour le bilan d'eau de la Méditerranée, donc la mer Méditerranée, donc précipitation, évaporation. Là, on s'est attaché, on les a décortiqués. Donc ça, on a commencé à le faire. On est loin d'avoir fini. Par contre, ça, on le regarde d'ailleurs sous l'angle sensibilité. Ici, c'est tout étant égal par ailleurs, je regarde l'impact du couplage sur est-ce que ça a un effet sur les précipitations. Et là, dans cette étude-là, mais je suis d'accord sur tout le reste, je ne m'intéresse pas, parce que je change de paramétrisation de la convection, et il est probable que, en tout cas, je ne suis pas certain que mon champ sera complètement différent d'un point de vue de son pattern géographique. En revanche, c'est évident qu'on va avoir des quantités précipitées qui sont différentes, etc. De toute façon, on l'a vu même d'ailleurs dans notre étude justement sur les différentes paramétrisations. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ici, c'était pas l'objet. Ici, c'est tout étant égal par ailleurs, comment se transmet l'effet du couplage océan-atmosphère dans l'atmosphère et est-ce que cette transmission dynamique va avoir une conséquence sur les précipitations. Donc ça, c'est cette question-là que je veux aborder là. Après, tout le reste, entièrement d'accord. Nous, on en regarde une partie aussi en parallèle, mais il y a un travail énorme sur tous les champs que tu viens de décrire. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, mais je propose qu'elles soient l'objet d'une discussion pendant la pause déjeuner. Je vous remercie encore, Philippe.